Pendant ce temps, les explorations se continuent. Le secrétaire de la faculté, M. Roger Gosselin, nous prête son skidoo. La neige est trop épaisse pour la marche à pied et nous n'avons aucune machinerie pour ouvrir nos chemins. La route 33 est une belle voie d'accès pour l'étude d'un bon nombre de peuplements. Elle traverse, en effet, les résineux et les mélangés de toutes les classes de fertilité comme ceux de toutes les classes d'âge. Nous empruntons aussi les vieux chemins de l'Anglo-Canadian pour voir dans quelles conditions ils sont et pour apprécier les travaux qu'il faudra y faire pour que notre personnel puisse s'en servir avec avantage. À la faculté, au comité des forêts, on travaille ferme et pour donner suite aux recommandations du directeur de la forêt de Petersham, on prépare le plan de la subdivision de la forêt en compartiments. Il y en aura 37, comme on peut le voir sur cette carte, et ils seront délimités par des lignes naturelles ouvertes à 3 pieds de largeur. Il faut dire ici que dès juillet 1962, la faculté avait choisi l'emplacement approximatif des futurs édifices devant accommoder les élèves, les professeurs et les chercheurs. Le site proposé, le plus pittoresque de la région, est un plateau élevé en vue du lac Piché dans le compartiment 14, à mi-chemin entre la route 33 et le lac. Aussi, en novembre, le trio Gosselin-Simon-Bellefeuille est prié d'étudier avec soin le site choisi et de suggérer un projet d'implantation d'un complexe devant grouper salle de cours, laboratoire, cuisine, cafétéria et chambre pour occupation saisonnière. En avril, notre doyen, M. Fernand Boutin, laisse la faculté pour occuper le poste de sous-ministre au ministère des Terres et des Forêts du Québec. M. Edgar Porter devient notre nouveau doyen. Aussi les retrouve-t-on ensemble lorsque le représentant de M. Bombardier vient nous livrer, avec les compliments de la compagnie Bombardier, un J5 tout neuf. Ce J5 et sa remorque nous permettront de voyager dans les vieux chemins de l'Anglo et de surveiller la construction des nouveaux chemins qui s'imposeront dans un avenir assez rapproché. Les clés de la machine sont remises à M. Boutin en présence de M. le vice-recteur Bonneau qui s'intéresse beaucoup à nos projets. Grand ralliement de professeurs et d'invités, grand discours de circonstances. Nous sommes heureux de vous donner, nous sommes enchantés de recevoir. Merci infiniment. Espérons que ce n'est que le début des dons, pensons-nous, sans le dire trop fort. Et il faut voir si ça marche, cette chenille-là. Monsieur le doyen se doit de faire un essai. Et, chose surprenante, ça marche même en ville, même sans carte de compétence. Alors on invite le professeur émérite Omer Lucier et le vice-recteur, s'il vous plaît, à faire le voyage inaugural de la salle de conférence à la bibliothèque. Le deuxième voyage conduira le J5 et sa suite en forêt près du lac Piché. Et comme on n'a pas encore de garage ni d'entrepôt, on couvrira le tracteur d'une toile jusqu'au début de nos travaux d'été. C'est le 2 mai 1963 que le rêve se réalise. En effet, le Bill 22, présenté à l'Assemblée législative par l'honorable Clich, est signé par le lieutenant-gouverneur. Le Conseil des ministres est par le fait autorisé à préparer un arrêté en conseil autorisant le ministre des Terres et des Forêts à passer un contrat affirmant environ 25 000 carrés des anciennes concessions de l'Anglo-Canadian à l'Université Laval, et cela pour une durée de 99 ans, avec privilèges spéciaux et extrêmement avantageux. La période d'attente avait été très longue. Toutes les tractations traînaient en longueur. On se demandait si on n'avait pas trop risqué en poursuivant nos travaux d'inventaire.
Mais non, ça marchait lentement mais sûrement. Il s'était écoulé 12 mois entre la préparation du bill et la sanction de la loi. En juin 1963, le doyen Edgar Porter prend charge de la faculté. Il sait ce que nous avons réalisé depuis 2 ans pour mettre sur pied notre forêt expérimentale, celle qu'il avait d'ailleurs lui-même proposée. Et il nous disait, « C'est bien vrai qu'un homme revient toujours à ses vieux péchés. Ça va marcher cette affaire-là, n'ayez pas peur. » 3 hommes sont engagés pour établir les premières lignes de compartiment et faire d'autres petits ouvrages. Ce sont messieurs Allard, garde forestier, Marier et Perrault. Ils logeront chez monsieur Allard, près du parc, voyageront soir et matin, et une tente leur servira d'abri par mauvais temps. Messieurs Gosselin et Bellefeuille leur tailleront du travail pour l'été. On commencera par délimiter le compartiment 14, là où on désire ériger plus tard quelques édifices, puis on ouvrira des sentiers pour atteindre le sud de la forêt. Ce premier camp, de 12 pieds par 14 pieds, vendu à prix de rabais par le séminaire de Québec, nous permet de garder sur place un certain nombre d'instruments, d'outils, de piquets et que sais-je, dont nous avons besoin pour le relevé des chemins et l'établissement de nos stations permanentes de référence. Il était connu sous le nom bien forestier de Dépôt 1. À la demande du Comité des forêts, l'Université retient les services de M. André Robitaille, architecte et urbaniste, pour préparer une maquette des édifices que nous croyons indispensables à l'enseignement forestier et à la recherche en forêt. M. Robitaille étudie les lieux à l'aide d'un plan topographique et nous assure qu'il nous présentera un projet bien adapté au milieu, à nos besoins et surtout bien original. M. Boutin, notre ex-doyen, devenu un sous-ministre bien sympathique, nous informe qu'il pourra obtenir quelque argent pour la construction de nos chemins. En conséquence, le comité des chemins, les professeurs Lamotte, Langevin, Gosselin et Bellefeuille se rendent sur les lieux, élaborent un projet de chemin forestier faisant partie d'un plan d'ensemble et soumettent un rapport au sous-ministre qui l'accepte et qui nous obtient les fonds requis pour la construction d'un premier tronçon. Puisqu'un architecte prépare une maquette des bâtisses désirées, il devient urgent de trouver des sources d'eau potable. On confie le travail au comité de l'aqueduc, soit à messieurs Gosselin et Bellefeuille, qui en trouvent un certain nombre capables de fournir un débit suffisant pour tous nos besoins. Elles sont toutes situées dans le compartiment numéro 11, qui est immédiatement réservé à cette fin. Comme nous désirons installer nos conduites d'eau dans l'emprise de la route 33, qui est sous la juridiction de notre professeur de protection, M. Georges-Henri Bernier, et chef du service de la protection des forêts du Québec, nous l'invitons à visiter les lieux avec M. Louis Jonca, le directeur du département d'arpentage chez nous et professeur d'hydraulique, et nous obtenons la permission d'enfouir nos conduites à l'endroit prévu. Les autorités de l'université sont ensuite saisies du projet. Pour le projet d'ordre en conseil prévu dans la loi octroyant la forêt Montmorency, il faut décrire avec précision les limites du territoire. M. Georges Côté, alors surintendant des arpentages au Québec, et notre professeur André Fréchette, qui travaille à la cartographie de la forêt, examinent les vieilles bornes de la ligne du parc et le tracé de la ligne elle-même. M. Côté trouve la ligne bien vieille et se propose d'en demander sans tarder le rafraîchissement. M. Côté examine également les limites proposées
pour le nord et le nord-est de la forêt. Après maintes discussions, il nous suggère de demander que la forêt soit limitée au centre de la rivière Noire au lieu de l'être au centre de la route 33. Comme ce projet est de nature à agrandir la forêt, nous y adhérons sans réserve.